Bienvenue à Question Directe et bienvenue à ITV. Nous avons comme invité aujourd'hui Baba Wane Amadou Tidiane Wane Di Baba. On ne présente pas au Sénégalais, éminent intellectuel, écrivain, homme de culture, ancien ministre de la Culture du Sénégal. Monsieur Baba Wane, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle beaucoup d'Abdoul Boubacar Kane. Parmi les résistants, il n'est pas très connu. On parle plutôt d'Abdel Kader Kane, de Souleymane Baal. Mais qui était Abdoul Boubacar Kane de Dabia? Alors, Abdoul Boubacar Kane de Dabia a fait l'objet d'un boycott de l'historiographie officielle. Parce que la période dans laquelle il se situe, dans l'histoire de la résistance du Fouta à la pénétration coloniale, correspond à une époque charnière au cours de laquelle d'autres personnalités marquantes ont fait leur apparition. C'est l'époque de la djihad omarienne qui aura emporté dans son sillage beaucoup de personnalités du Fouta. C'est aussi dans d'autres foyers de tension à l'intérieur du Sénégal, dans d'autres empires, des fronts chauds qui font qu'il a été mis quelque part entre parenthèses. Parce qu'il fait figure de résistant inconditionnel, intransigeant, et qui aura refusé jusqu'au bout la pénétration française au Fouta. Pendant 30 ans, il a résisté aux colons. Pendant 30 ans, il a résisté avec ses méthodes, avec ses moyens, avec ses alliances, et il aura fini par succomber à une trahison qui aura eu raison de sa vie sur la rive mauritanienne du Sénégal. Mais l'histoire est faite de rebondissements. Et un chercheur américain qui s'appelle David Robinson a fait beaucoup de travaux sur Abdoul Boubacar Kane, sur son histoire, et d'autres historiens comme Mamadou Sall et autres ont exhumé des cendres de l'histoire officielle coloniale la geste d'Abdoul Boubacar Kane qu'on a voulu à un moment donné identifier à un terroriste, c'est un mot qui est en vogue en ce moment, ou alors à un assassin ou un coupeur de route selon certaines versions, mais on retiendra, et l'histoire va faire apparaître de plus en plus, qu'il aura été aussi celui qui aura accueilli Albouri Ndiaye, qui était au bord de la défaite dans le Djolof, et qui aura trouvé refuge chez lui, alors même que les autres forces foutanquaises faisaient le gros dos suite à une intimidation des forces françaises. C'est donc une figure sympathique. Mais ce qui fait qu'on en parle actuellement, c'est que son petit-fils, Amadou Moustapha Kane, ancien gouverneur, inspecteur général d'État, qui, Dieu merci, est encore parmi nous à l'âge de 97 ans, a voulu restaurer l'image de son aïeul. Il a convoqué ses enfants et petits-enfants, dont je fais partie, pour nous demander d'écrire ou d'apporter une contribution à la rédaction de l'histoire générale du Sénégal qui est en cours. Il a rassemblé un certain nombre de documents et il a demandé à ce que ces documents soient communiqués à la commission en charge de ce travail. C'est à cette occasion que nous avons créé un groupe WhatsApp familial qui a déjà atteint la plupart de ses objectifs, c'est-à-dire de faire connaître des descendants qui ne se connaissaient pas et qui sont dispersés à travers le monde. De donner matière à confraternité, parce que dans notre groupe WhatsApp, nous nous considérons tous comme des Tanirabe Abdoul Boubacar, et dans ce groupe, nous ne faisons aucune distinction. Tanirabe, les petits-fils. Les petits-fils et les petits-enfants d'Abdoul Boubacar, et nous ne faisons aucune distinction en accueillant toutes les personnes qui se reconnaissent à la fois dans son combat et dans son héritage culturel et spirituel. Mais tantôt vous le disiez, l'histoire coloniale a essayé souvent de brimer ou bien de cacher les héros qui sont battus de façon héroïque pour défendre leur contrée. Parce qu'on nous enseigne beaucoup plus, Faidherbe, Archinard, le haut fait, mais on oublie, nous, ce que nos propres parents ou historiens ont fait. La jeunesse africaine et sénégalaise puisse étudier, comprendre que
quelque part, il y a eu des résistants qui sont battus pour l'indépendance de nos Vous avez parfaitement raison. L'histoire écrite par la colonisation, c'est l'histoire de nos défaites. Le colon ne raconte pas nos victoires. Il raconte toutes les humiliations que nous avons subies. Il met en épingle les anciens gouverneurs. On connaît qui est Faidherbe, on sait où il est mort, quels sont les combats qu'il a menés. Mis à part les traditionalistes, ceux que l'on appelle de manière assez méprisante d'ailleurs, les conservateurs de la tradition orale, qui ont en mémoire l'histoire non écrite du Fouta, les sources seraient très limitées. Mais ces sources orales existent, des documents ont survécu au pillage de nos archives et les chercheurs qui s'y consacrent peuvent, à travers les universités du monde, faire des recherches. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec M. David Robinson, qui a écrit sur Cheikh Omar Al-Fouti, mais qui a écrit aussi sur Abdul Bokar, et qui a un ouvrage en cours d'édition sur cette personnalité. On a eu aussi un autre petit-fils d'Abdul Bokar, le professeur Mustafa Khan, historien, qui était très en avance sur ses recherches, mais que le bon Dieu a voulu rappeler à lui. Toujours est-il qu'il y a des pistes ouvertes de recherche dont la jeunesse intellectuelle, à la fois sénégalaise et africaine, devrait s'emparer pour dépoussiérer l'histoire qu'on a voulu ensevelir et donner à nos jeunesses des raisons de croire que même si on a été battu, ce n'est pas faute d'avoir combattu. Et c'est important pour nous, en cette période de mondialisation, de mutation, de comprendre que nous ne venons pas de nulle part, que nous n'avons pas été déméritants, que même si la force militaire, à un moment donné, a eu raison de certains de nos ancêtres, ceux-ci se sont battus au prix de leur sang pour notre dignité. Mais beaucoup déplorent que cette histoire ne soit pas enseignée dans les écoles aux enfants. Celle qui est enseignée, c'est l'histoire, comme vous l'avez dit, de nos défaites, l'histoire de victoire, que Cheikh Omar Fouti Outal, Abdul Bokar Khan ont été battus. Mais on n'enseigne pas aux enfants cette fierté qu'ils peuvent avoir. Et puis ça joue sur le plan psychologique. Hein. C'est essentiellement, je pense, que la colonisation trouvait sa justification morale et mentale par le postulat que nous n'étions pas civilisés. Et que la France avait, selon ces termes, une mission civilisatrice. Pour civiliser des peuples, il faut d'abord éradiquer de la conscience collective de ces populations l'idée valorisante de soi-même. Et c'est cette entreprise coloniale, destructrice, qui a fait que la plupart de nos archives ont été pillées et transférées en métropole, et que ce qui nous est laissé ici ne fait pas l'objet, n'attire pas les chercheurs ni les passionnés de connaissance de notre histoire. Ça fait partie de l'entreprise de destruction de l'homme africain. Une entreprise menée tambour battant par les colons, qu'ils soient français ou qu'ils soient anglophones. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec des consciences historiques qui démarrent à partir de l'indépendance. Ou à partir de la colonisation. Je dis souvent que quand on dit « moi je suis sénégalais, je suis gambien », on parle de soi comme étant quelqu'un qui est limité dans les frontières dessinées à Berlin. Rien ne devrait me séparer d'un citoyen soi-disant gambien, parce que, et ici, entre nous et la Gambie, et entre nous plus encore et la Mauritanie, et il y a cette histoire cocasse de deux ministres, l'un mauritanien, l'un sénégalais, et ils ont le même père et la même mère. Abdoul Biranouane, venu en mission officielle au Sénégal, rencontrer Ibrahima Amadouane, ministre de l'Éducation du Sénégal, alors qu'ils ont le même père et la même mère. Voilà les absurdités de l'histoire qui font que nous avons besoin de revisiter sans passion ni animosité notre histoire. Non pas pour alimenter des querelles posthumes, parce que la plupart des acteurs ne sont plus de ce monde, mais pour trouver de nouveaux fondements pour de nouvelles fraternités. En tout cas, c'est l'approche que les Tanirabe de Abdul Bokar, regroupés au niveau de cette association, à l'impulsion, comme je vous l'ai dit, de notre grand-père Mustafa Khan, veulent avoir. Restaurer entre tous les Foutanké et tous les Sénégalais de nouveaux sentiments et de nouveaux supports de fraternité, basés sur une meilleure connaissance de soi, mais aussi sur un pardon
et sur un oubli de certaines séquences de l'histoire qui auraient pu passer pour des querelles entre nous, alors que c'était des querelles manipulées par d'autres. Cette distanciation, nous pouvons aujourd'hui l'opérer parce que le temps est passé par là, parce que les connaissances se sont accumulées et parce que si nous voulons un projet refondateur de notre nation, nous devons comprendre quelles sont les articulations qui ont fait que nous en sommes là aujourd'hui. Mais pourquoi depuis les indépendances, on n'arrive pas justement à enseigner cette histoire dans nos écoles, à nos enfants? Parce que simplement la décolonisation, comme je le dis souvent, ne veut pas dire l'indépendance. La décolonisation, c'est la volonté du colon. C'est le colon qui a colonisé et c'est lui qui décolonise. L'indépendance, c'est une conquête de l'opprimé. Avons-nous conquis suffisamment notre indépendance? Lui avons-nous donné suffisamment de contenu pour revitaliser nos identités? Je pense qu'il y a là un travail inachevé. Il y a ensuite le fait que juste après les indépendances, nous avons connu une période appelée de néocolonisation. C'est-à-dire que ceux qu'on avait chassés par la porte sont revenus par la fenêtre. Parfois en utilisant certains parmi nous contre d'autres. Ce qui fait que maintenant que nous sommes à 62 ans d'indépendance, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions. Et je salue, c'est vrai, le projet qui a consisté à décider de réécrire l'histoire. Mais est-ce que c'est vraiment le mot réécrire qu'il faut employer ou simplement relire? Parce qu'on ne peut pas réécrire en changeant les faits. Mais on peut relire les faits à l'aune de connaissances nouvelles et à l'aune de priorités nouvelles à donner à la nation. Parce que l'histoire, c'est une construction. Parfois, on peut, sur certains faits, avoir un point de vue plus valorisant qu'un point de vue dégradant. Et ça, c'est des approches. Je pense que les chercheurs peuvent nous donner la matière. Et je pense que les journées culturelles prévues à Dabia dans la première décade du mois de décembre, 10, 11, 12, disons, décembre à Dabia, vont permettre à un certain nombre d'intellectuels de venir nous exposer l'état de la recherche, vont permettre aussi à tous ces Tanirabe et amis, parents et alliés venus de tous les coins du monde, puisque certains viendront des États-Unis, d'autres d'Europe, d'autres de la rive en face la Mauritanie et de toutes les régions du Sénégal, vont avoir l'occasion de se connaître, de s'estimer, d'échanger, parce que parmi nous, chacun a une part de l'histoire que lui a raconté sa grand-mère, que lui a raconté son père, et ces modules historiques fondus peuvent donner naissance soit à un ouvrage collectif, soit à un ouvrage de témoignage qui pourrait permettre aux autres d'en savoir plus. Dans d'autres pays comme les États-Unis, tout un mythe a été créé sur l'histoire des États-Unis pour montrer que c'est la plus grande puissance du monde. Même quand on écoute la dernière campagne de Trump, American Great Again, pour montrer aux Américains qu'ils sont les plus forts au monde. Le côté positif a été épinglé, mis en place avec le cinéma, avec la musique, entre autres. Est-ce que aussi c'est une passerelle qu'on doit employer dans nos pays, le cinéma, la musique et même le digital? Absolument. Pour mieux faire connaître notre histoire. Absolument. Je crois que le moment est venu d'écrire notre propre narratif. On nous reproche souvent, et d'ailleurs quand on voit les initiatives que veulent prendre les autorités françaises contemporaines, c'est d'écrire un narratif à eux parce qu'ils sentent que l'histoire du monde est racontée autrement. Elle est racontée parfois par leurs concurrents et l'histoire racontée par leurs concurrents nous parle plus, tout simplement parce qu'elle éclaire des pages sombres que l'on aurait bien voulu garder à l'ombre. Cela veut dire que nous, Africains, pour nous, pour nos enfants, nous devons non pas trafiquer l'histoire, mais la dire. Et en la disant, valoriser, comme vous le dites si bien, les rôles que nos ancêtres ont joués. J'aime bien une phrase que Mame Abdou disait, Nit du xeeb boppam. Il faut avoir une certaine idée de soi. Pas une idée fondée sur la vanité, mais une idée de soi qui prend en compte les contraintes de l'histoire, qui prend en compte les contingences du moment et qui arrive à réconcilier l'homme, son parcours, son ascendance à ses descendants. Et ces outils, digitalisation, le cinéma, peuvent être des vecteurs
Aujourd'hui, regarde bien ce qui s'est passé avec comment s'appelle le film Black Panther. Black Panther. C'est un film dont l'inspiration est axée sur la cosmogonie africaine, axée sur l'esthétique africaine, mise en valeur, axée sur la musique africaine par la voix de notre frère Baba Mal, portée à des niveaux d'élaboration sonore tellement sophistiqués que c'est universel. C'est tout ce qu'on demande de faire. Raconter nos histoires par des supports numériques. Cela peut passer par des bandes dessinées, cela peut passer par des films animés, cela peut passer par des ouvrages et cela peut passer par des super productions. Aujourd'hui, je pense que je connais quelques amis, je pense que vous connaissez Mosso qui travaille sur un documentaire sur Thierno Souleymane Baal et qui a en tête un film, grandeur nature, sur Thierno Souleymane Baal. On peut écrire des films sur Albouri Ndiaye, faire des films sur Thierno Moussa Molo. On a des personnages, Aline Sitoé Diatta n'est pas encore porté à l'écran, des figures fortes qui ont, en ce moment disons-le, de maltraitance de la femme, montré que nous avons dans notre histoire des femmes de valeur qui ont incarné des positions de pouvoir en commandant des hommes. Je pense à Ndate Yalla, je pense aux femmes de Nder, je pense à toutes ces femmes qui ont incarné dans notre pays le courage et qui, à certains moments, ont montré que leur posture à côté des hommes n'était pas une posture dévalorisante, mais une posture de compagnonnage actif. Mais aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe dans nos pays par rapport au comportement des hommes vis-à-vis des femmes, la façon de faire la politique, on est désabusé. On se demande où est-ce qu'on va. Il est vrai que, puisqu'on se parle en ce jour de 2 décembre, on ne peut pas occulter ce qui s'est passé récemment, notamment dans notre Parlement. C'est malheureux, c'est triste, c'est déplorable. Cela n'aurait jamais dû arriver, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'Assemblée nationale, ça s'appelle le Parlement, le lieu où l'on parlemente. Je pense qu'il faut quand même avoir conscience du lieu où on est. C'est le lieu où l'on parle des choses de la nation, où l'on négocie entre groupes parlementaires différents pour proposer au gouvernement des voies et des moyens de prendre en charge la destinée de notre pays. C'est ça la mission. La mission, c'est de donner au gouvernement les moyens budgétaires de prendre en charge notre santé, notre école et l'ensemble de nos projets. Ce n'est pas un lieu de confrontation physique. C'est un lieu, un laboratoire d'idées, où les idées doivent s'entrechoquer, je dis bien s'entrechoquer, de manière parfois virile, de manière parfois dure, mais où, lorsque l'on sort dans la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale ou lorsqu'on se retrouve dans le restaurant de l'Assemblée nationale, on peut, de manière apaisée, converser. Ce qu'il nous est donné à voir depuis le début de cette législature et qui nous stresse tous, c'est que si le combat de rue a sa place dans la rue, si le combat de lutte a sa place à l'arène, on s'attend à ce qu'au Parlement, on parlemente. Et il est fâcheux et triste qu'on en arrive à ce qu'un homme se déplace de la tribune de l'Assemblée pour marcher une dizaine de pas et mettre une claque à une dame que rien ne l'autorise à faire. Supposons par extraordinaire qu'elle ait proféré une insulte, parce que nous ne l'avons pas entendu. Supposons qu'elle lui ait manqué de respect à un niveau inacceptable. Des huissiers sont au sein de l'Assemblée nationale. Prendre à témoin le président de l'Assemblée nationale, requérir un huissier, faire constater les propos et après utiliser les voies de droit pour régler la question.
je pense que c'eût été beaucoup plus représentatif de ce que nous voulons être et de ce que nous voulons devenir. Mais est-ce que ce n'est pas les conséquences de la dégradation de la classe politique sénégalaise? Quand on regarde bien ceux qui font la politique aujourd'hui, avant il y avait les écoles de parti qui formaient les gens, il y avait des idéologies. On a l'impression aujourd'hui que n'importe qui fait de la politique. Je dirais, nous sommes tous responsables. Bien sûr. Puisque nous ne faisons pas de politique. Il nous est difficile de juger tout simplement ceux qui se décident à faire de la politique. Il y a quand même des écoles de formation. Je viens sur votre question précisément. Il y avait des écoles de partis, mais nous n'avions pas 300 partis. Il y a aussi aujourd'hui des partis qui ne peuvent pas rassembler 100 personnes dans une salle. Donc il y a du côté du législateur quelque chose à faire. Il n'y a pas une faillite de l'État? Je pense qu'il y a de réguler la vie politique. Je pense qu'il y a une faillite dans la mesure où quand on constate qu'il y a des partis qui n'ont jamais participé à des élections. Au bout de 5 ans, on doit dissoudre une organisation qui n'a jamais participé à des élections. Il y a des partis qui n'ont participé à des élections qu'en coalition. On peut aussi auditer ces coalitions et voir quelles sont les locomotives. Et au besoin leur dire, écoutez, puisque vous vous entendez à un point tel que vous êtes dans une coalition, fondez-vous en un parti. Parce que si on laisse chaque individu pouvoir créer une organisation qui peut, du fait simplement de sa création, avoir une image qui lui permet de s'exprimer sur les questions de la nation sans savoir, sans savoir-faire et sans savoir-être, on ouvre la porte à tous les oisifs qui peuvent passer des journées à faire des réunions ou à aller assister à des meetings. Et ça, c'est dévalorisant pour notre pays. Et beaucoup ont des appréhensions en disant que ce qui se passe à l'Assemblée nationale peut préfigurer ce qui va se passer en 2024. Parce que certains estiment que le président Macky Sall, même s'il ne l'a pas encore dit, que tous les actes qu'il pose, c'est pour poser un troisième mandat qui est contesté par une bonne frange de l'opinion. Pour ce qui me concerne, et je l'ai toujours personnellement dit, moi je ne me prononce pas sur un troisième mandat que le président Macky Sall a lui-même plusieurs fois dit qu'il n'envisageait pas de faire. Pour moi, c'est un débat qui est clos. Honnêtement, Alassane, je ne comprends pas d'ailleurs. La crispation. Non, mais je veux dire, je ne comprends pas pourquoi on nous remet sur la table un débat qu'il a clos. Il faut respecter le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a dit le jour où il décidera. Et je pense qu'il nous préviendra à temps. Parce qu'il faut quand même qu'il laisse aux Sénégalais le temps de prendre des plans B et plans C. Le jour où il décidera, je pense qu'avec la même solennité avec laquelle il s'était exprimé, en disant « j'ai fait mes 2 mandats, j'ai verrouillé la Constitution et il est impossible de faire plus de 2 mandats consécutifs. » Fin de citation. Autre citation, le mandat de 7 ans que je porte fait partie du décompte des 2 mandats. Je ne vois pas par quelle opération du Saint-Esprit on pourrait nous expliquer qu'il y a la possibilité d'un 3e mandat. Je ne n'accuse pas le fait qu'il puisse faire comme Abdoulaye Wade, dire « ma waxoon waxet ». On attend ce moment-là. S'il dit « ma waxoon waxet », les gens vont aviser. Il peut aussi avoir d'autres scénarios. Nous sommes en politique. La politique, c'est de la matière humaine. S'il confesse... Elle est fluctuante. S'il confesse qu'il a eu un moment de faiblesse, quand il a pris des engagements sur cette question, peut-être que certains Sénégalais vont lui prêter main forte. Mais de toutes les façons, on ne parlera alors que de 3e candidature. Le mandat, c'est le peuple qui le donne. Et c'est au peuple, le moment venu, ou de lui donner la réponse qu'il a donnée à Abdoulaye Wade, en le remerciant, ou de lui donner encore un autre mandat. Mais ça, c'est au peuple de le décider. C'est une question de souveraineté, parce que si nous sommes face au suffrage universel. Mais est-ce que cette crispation, on entend aujourd'hui en parler, même si vous attendez qu'il se prononce clairement, mais ces partisans en parlent un peu, et que ce n'est pas ça qui crée la crispation, qui crée la violence un peu qu'on voit un peu partout. Je voudrais rappeler à ces partisans qui en parlent, qu'ils sont en train de fouler aux pieds la parole du chef de l'État. Moi, je respecte le chef de l'État. Le chef de l'État a dit, n'en parlons plus. Il a même mis fin aux fonctions d'un directeur national, le directeur des Sénégalais de l'extérieur à l'époque.
Sori Kaba, qui a eu l'outrecuidance de se prononcer là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, vous savez, j'essaie de faire comme saint Thomas. Je crois en ce que je vois. Et j'écoute, j'entends, beaucoup de gens prennent des initiatives. Je mets ça sur le compte du zèle des affidés. Vous savez, quand on est un suivant, quand on est un suiviste, on veut toujours se faire remarquer. Et parfois, pour se faire remarquer, on va sur des sujets glissants. Parce que je n'ai pas encore entendu le président de la République donner sa bénédiction à quelqu'un qui est allé sur ce terrain-là. Même si certains me disent, mais les ministres qu'il a nommés récemment ont parlé de ce sujet et ont été nommés. C'est un signal. C'est un signal. Mais ça peut être aussi le signal à plus ou moins long terme d'un désaveu cinglant à venir. Et bon, moi je pense que le président Macky Sall est intelligent, je le crois. Je pense que le moment venu, il fera le meilleur choix pour lui-même et pour le pays. Babouane, Amotidiane Wondi Baba, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV Question Directe. Que nous parlions de Abdel Bokar Khan, qui est un résistant africain sénégalais, qui est inconnu de beaucoup de gens, mais qui a fait beaucoup pour l'indépendance du Sénégal et surtout du Fouta. Et ça nous a permis aussi de glisser sur des questions nationales et d'actualité pour parler de ce qui se passe dans ce pays. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.